C'est une de ces histoires qui commencent par un espoir et se transforme peu à peu en un combat pour la survie. Un père a emballé la vie qu'il avait passé des années à construire dans le désert de l'Arizona, a chargé son équipement, a rassemblé ses fils et a parcouru plus de 2000 milles au nord jusqu'en Alaska, convaincu que la saison d'or la plus riche de leur vie les attendait. Il pensait que le sol gelé récompenserait tous les sacrifices qu'ils avaient faits, mais au lieu de cela, le rêve qu'ils poursuivaient commença à leur échapper presque dès leur arrivée. Mois après mois, la revendication a refusé de tenir ses promesses. L'or était rare, les dépenses ne cessaient d'augmenter, et chaque nettoyage semblait apporter plus de déception que de soulagement. Avec des dettes dépassant les onces qu'ils récupéraient et un poids d'or supplémentaire, pourraient détruire tout ce qu'ils avaient risqué de construire. C'est à ce moment-là que deux des noms les plus respectés du secteur de l'exploitation, aurifère Freddy Dodge et Juan Ibarra, sont arrivés dans l'exploitation en difficulté. Ils avaient déjà sauvé des mines défaillantes, transformant des situations désespérées en récupérations remarquables, mais même eux ont hésité après avoir vu l'état de cette concession. Un simple coup d'œil sur le sol gelé leur a suffi pour leur dire qu'il ne s'agirait pas d'un sauvetage ordinaire. Et, pour la première fois depuis longtemps, même eux se demandaient si cette opération pouvait réellement être sauvée. « Eh bien, tu sais, tous mes enfants t'appellent oncle Freddy », dit Fred avec un sourire qui cache à peine la pression qu'il porte. Chaque fois qu'ils te voient, ils sont excités et accourent. C'est oncle Freddy. Freddy rit touché par ces mots, surtout lorsqu'il apprend que l'un des garçons s'appelait même Little Freddy. Au milieu de toutes ces difficultés, ces simples moments en famille rappellent à chacun pourquoi ce combat est si important. Pour comprendre pourquoi Freddy et Juan ont voyagé jusqu'à l'une des régions minières les plus impitoyables de l'Alaska, il faut remonter le temps de 6 ans. Ce n'est pas le premier chapitre du voyage de la famille Dickinson, et sans comprendre où tout a commencé, il est impossible d'évaluer tout ce qu'ils risquent de perdre. Parfois, le plus grand sauvetage ne consiste pas à réparer les machines. Il s'agit parfois de protéger un rêve qui a déjà survécu à d'innombrables déceptions. Des années plus tôt, Fred Dickinson n'exploitait pas de grandes mines commerciales. Il était simplement un mineur amateur travaillant dans une petite partie du désert aride de l'Arizona, espérant que le sol sous ses bottes pourrait d'une manière ou d'une autre fournir suffisamment pour subvenir aux besoins des gens qu'il aimait. Il n'a jamais été question de devenir riche du jour au lendemain. Il s'agissait de donner une chance à sa famille alors qu'il restait très peu d'autres opportunités. Lorsque Freddy Dodge et Juan Ibarra l'ont rencontré pour la première fois, ils ont reconnu une histoire qu'ils avaient trop souvent vue auparavant. Il n'y a eu aucune décision imprudente, aucune erreur d'inattention et aucun méchant responsable de ces luttes. Il n'y avait qu'un honnête homme qui se dépassait au-delà de l'épuisement, regardant le rêve de sa vie disparaître lentement sous la saleté tenace et la roche impitoyable. Fred a parlé en toute honnêteté de l'endroit où sa vie en était arrivée. Son passe-temps, qui était autrefois une passion, était soudainement devenu le seul obstacle entre sa famille et le désastre financier. Cette confession avait bien plus de poids que n'importe quel discours dramatique, car elle révélait qu'il ne recherchait plus le luxe. Il essayait simplement de survivre. Freddy et Juan ont immédiatement retroussé leurs manches et se sont mis au travail. Ils ont reconstruit l'usine de lavage, corrigé les problèmes cachés à l'intérieur du système, peaufiné chaque composant, et ont refusé de partir jusqu'à ce qu'ils croient que l'opération fonctionnait enfin comme elle le devrait. Des années d'expérience leur ont permis de constater des problèmes que d'autres avaient négligés, et peu à peu l'usine en difficulté a commencé à montrer des signes de vie. Puis est venu le nettoyage qui a tout changé. Lorsque l'or s'est finalement installé sur la balance, le chiffre final a atteint 11-13 onces. Et bien que cela puisse paraître petit aux yeux des étrangers, il représentait quelque chose d'extraordinaire pour un mineur qui avait survécu grâce à de minuscules flocons et des grains d'or épars. Ce seul nettoyage a restauré quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Cela a redonné confiance. On pouvait presque voir l'espoir revenir sur le visage de Fred alors que le poids de ses onces devenait réalité. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à croire que le succès n'était peut-être pas impossible après tout. Il ne s'agissait pas simplement d'une journée productive. C'était la preuve que tous les efforts, la frustration et la persévérance pouvaient mener quelque part. C'est le pouvoir caché derrière chaque sauvetage effectué par Freddy et Juan. Ils ne sauvent pas simplement une saison minière difficile.
Ils redonnent aux familles la confiance nécessaire pour rêver à nouveau, pour croire que demain peut être différent d'hier. Parfois, cette confiance devient la plus grande récompense de toutes, car elle incite les gens à tenter des choses qu'ils n'auraient jamais envisagées auparavant. Après que Freddy et Juan aient transformé ces opérations en Arizona, Fred est progressivement passé d'un mineur amateur du week-end à quelqu'un capable de diriger une véritable entreprise minière professionnelle. Le désert a enfin commencé à récompenser les années qu'il avait investies dans l'apprentissage du métier et pendant un moment, tout semblait aller exactement dans la bonne direction. Le succès n'appartenait plus aux autres. C'était finalement quelque chose sur lequel sa propre famille pouvait s'appuyer. Cette nouvelle confiance a implanté une idée encore plus grande dans l'esprit de Fred. L'Arizona lui avait donné de l'expérience, mais cela ne pouvait le mener que jusqu'à un certain point. Plus il réussissait, plus il commençait à se demander ce qui pourrait arriver s'il prenait tout ce qu'il avait appris et l'appliquait sur un terrain beaucoup plus riche. Comme Fred l'expliqua plus tard après la visite de Freddy et Juan, la vie avait atteint l'un de ses points forts. L'exploitation était plus saine, la famille était optimiste, et pour la première fois, il pouvait sérieusement imaginer une expansion au-delà des limites du désert de l'Arizona. C'est à ce moment-là que l'Alaska a cessé d'être un rêve lointain pour devenir une véritable destination. Il a rassemblé ses fils, étudié son équipement et pris le genre de décision qui change l'avenir de toute une famille. Ils ont vendu la vie qu'ils connaissaient, ont emballé tout ce qu'ils possédaient et se sont dirigés vers le nord, en Alaska, convaincus que des revendications plus importantes, des équipements plus importants et des salaires plus riches permettraient à chaque membre de la famille de construire ensemble un avenir sûr. C'était un pari fondé sur l'espoir, le courage et des années d'expérience durement gagnées. Sur le papier, la décision semblait presque parfaite. Un terrain plus grand promettait une production plus importante. Des installations de lavage plus grandes promettaient une plus grande efficacité. Des gisements plus riches suggéraient bien plus d'or que ce que l'Arizona pourrait jamais fournir. Chaque pièce du puzzle semblait pointer vers un avenir qui pourrait subvenir aux besoins non seulement de Fred, mais de chacun de ses fils pendant des générations. Lorsque Freddy et Juan sont venus leur rendre visite des années plus tard, ils ont immédiatement remarqué à quel point tout avait changé. Les garçons étaient devenus des jeunes hommes capables. L'équipement était plus grand, l'usine de lavage plus impressionnante, et l'ensemble de l'opération semblait bien plus ambitieux que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Même les blagues venaient plus facilement, même si derrière chaque rire se cachait une vérité inconfortable que personne ne voulait reconnaître. La croissance a toujours un prix. Chaque machine plus grosse nécessite plus de carburant. Chaque opération de plus grande envergure génère des factures de réparation plus importantes. Chaque équipement supplémentaire augmente à la fois les opportunités et les risques. Le rêve s'était considérablement développé, mais malheureusement, la dette qui le suivait de près aussi. De retour en Arizona, une semaine difficile aurait pu être frustrante, mais gérable. En Alaska, une semaine difficile pourrait menacer la survie de l'ensemble de l'entreprise. Tout coûtait plus cher, tout cassait plus durement, et chaque erreur devenait bien plus coûteuse. L'ampleur des opportunités s'est accrue tout comme les conséquences de l'échec. Fred n'essayait plus de cacher la réalité à qui que ce soit. Il a ouvertement admis qu'ils étaient en difficulté. Le sol de l'Alaska ne ressemblait en rien au désert qu'il avait passé des années à apprendre à comprendre, et presque tous les instincts qui avaient autrefois fait son succès lui semblaient soudain peu fiables. Le matériel traitait différemment, l'eau s'est comportée différemment. Même déplacer de la terre à travers la concession est devenu un défi logistique comme il n'en avait jamais connu auparavant. Fred a discrètement admis qu'opérer en Alaska était devenu un cauchemar de transport, de maintenance et de résolution constante de problèmes, et prononcer ces mots devant les caméras exigeait une immense humilité de la part d'un homme qui avait toujours été fier de résoudre lui-même les problèmes. Puis vint la phrase qui révélait exactement pourquoi il continuait à se battre malgré tout ce qui jouait contre lui. Oui, il adorait l'exploitation minière, mais le plaisir n'avait jamais été la véritable raison pour laquelle il restait. Chaque décision, chaque sacrifice et chaque nuit blanche visaient à créer quelque chose de durable pour sa famille. La mine n'était pas seulement son affaire, c'était l'avenir qu'il espérait offrir à ses fils. Cette seule pensée portait le poids émotionnel de tout le voyage. Un père avait parié tout ce qu'il possédait en croyant que ce sol gelé de l'Alaska pourrait changer à jamais l'avenir de sa famille. Pourtant, à ce moment-là, la montagne gagnait chaque bataille et chaque jour qui passait poussait ce rêve vers l'effondrement. Avant même que quiconque examine de près les machines Freddy et Juan devait comprendre à quel point
les dégâts financiers étaient devenus graves. Les chiffres que Fred était sur le point de révéler choqueraient même les mineurs expérimentés qui avaient connu d'innombrables saisons difficiles. Parfois, une installation de lavage en panne peut être réparée. Se remettre de mois de déception écrasante est bien plus difficile. Lorsqu'ils s'assirent enfin ensemble, Freddy posa la question la plus simple imaginable. « Quel était votre objectif au début de cette saison ?» Fred répondit immédiatement sans hésitation. Son objectif initial était de récolter 200 onces d'or, un objectif qu'il croyait sincèrement réalisable au début de la saison. Puis vint le silence douloureux qui parlait plus fort que n'importe quelle explication. Après tout ce qui s'est passé, Fred a admis qu'il se considérerait désormais chanceux d'atteindre 100 onces d'ici la fin de la saison. Avant que quiconque ait réparé une seule machine, avant que quiconque ait diagnostiqué une seule panne mécanique, le rêve avait déjà été réduit de moitié. Mais le numéro suivant a frappé encore plus fort. Freddy a demandé combien d'or ils avaient réellement récupéré jusqu'à présent, et Fred a répondu doucement, avec un chiffre qui a instantanément changé l'ambiance autour de la table. À mi-saison, après des mois de travail acharné, il n'avait produit que 22 onces. Prenez un moment pour laisser cette réalité pénétrer. Ils étaient entrés dans la saison à la recherche de 200 onces, puis ont abaissé leurs attentes à 100, et après que la moitié du temps d'extraction disponible se soit déjà écoulé, ils n'avaient réussi à récupérer que 22 onces. Au rythme actuel, ils auraient du mal à atteindre ne serait-ce que la moitié de l'objectif réduit. Ce n'était plus simplement une saison décevante. C'était devenu une chute libre financière, chaque nettoyage rendant l'avenir encore plus incertain. Le calendrier a continué à avancer vers l'hiver, tandis que les chiffres ont refusé de s'améliorer, laissant moins de temps pour récupérer à chaque lever du soleil. Pour rendre les choses encore plus difficiles, chaque once récupérée ne leur appartenait pas réellement. Fred exploitait un terrain loué appartenant à la famille Podvin, ce qui signifie que chaque nettoyage nécessitait le paiement de redevances avant de pouvoir conserver ce qui restait. Voir disparaître une partie de chaque nettoyage durement gagné était douloureux, mais Fred ne s'est jamais plaint de l'arrangement lui-même. Au lieu de cela, il a parlé avec une véritable gratitude des personnes qui possédaient la concession. Chaque fois que la famille Dickinson subissait une nouvelle crise, et il y en avait eu beaucoup, les Podvin se présentaient sans hésitation. Ils ont grimpé dans la boue, ont aidé à réparer le matériel et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour maintenir en vie l'opération en difficulté. Au cours d'une saison pleine de déceptions, leur soutien est devenu l'une des rares raisons pour lesquelles la famille Dickinson croyait encore que son rêve pourrait survivre d'une manière ou d'une autre. C'est un véritable partenariat, et Fred en est reconnaissant. Mais un partenariat a quand même un prix. Et ce prix vient tout droit du même heure auquel Fred cherche désespérément à s'accrocher. Alors Freddy et Juan vont voir le sol lui-même. Oubliez le discours. Oubliez les objectifs écrits sur papier. Ils veulent te voir de leurs propres yeux avec quoi Fred travaille exactement. Ils prélèvent un échantillon le lavant et examinent attentivement ce qui se trouve au fond de la casserole. 2 petites pièces d'or. C'est ça. 2 points. Terrain assez maigre, dit doucement l'un d'eux en tournant la casserole dans la lumière. Ils auront besoin d'un peu plus d'informations avant de savoir à quoi ils ont affaire. Et voilà. La peur qui se cache derrière tout ce sauvetage. Celui que personne ne veut dire à voix haute. Et si l'or n'était tout simplement pas là? Parce que voici la brutale vérité. Vous pouvez réparer une plante, vous pouvez reconstruire une vanne, vous pouvez repenser une mangeoire en un après-midi, mais vous ne pouvez pas évoquer de l'or dans de la terre qui n'en contient pas. Et tant que ces deux hommes ne savent pas à qui ils ont affaire, un mauvais équipement ou un terrain mort, ils ne savent pas vraiment si cette famille peut être sauvée. J'aime l'exploitation minière, mais je suis ici pour construire quelque chose pour ma famille. La plante progressive. Pour le savoir, ils doivent comprendre comment Fred court. Et ce qu'ils trouvent est intelligent, peut-être trop intelligent pour son propre bien. L'usine de Fred ne reste pas immobile. La plupart des opérations transportent la saleté jusqu'à l'usine de lavage et l'injectent. Fred a renversé toute cette idée. Son usine rampe s'enfonçant 30 pieds plus profondément dans la coupe toutes les 2 heures, poursuivant le salaire tout au long d'un marathon de 100 heures. Ils appellent cela une plante progressiste. Il se déplace vers le matériau au lieu de déplacer le matériau vers lui. C'est à peu près aussi bon marché que possible pour traiter le sol. Et en termes de coût, c'est vraiment génial. L'un des moyens les moins chers imaginables pour gérer la saleté à grande échelle. Freddy et Juan sont honnêtement impressionnés.
Ils vous diront tout de suite que c'est l'une des plus belles plantes qu'ils aient jamais vues. Fred n'est pas idiot. Il a construit une machine intelligente. Mais une usine intelligente présentant un défaut fatal reste une usine défaillante. Et dès que ces deux-là se regardent vraiment, les défauts commencent à s'accumuler rapidement. Cette vanne est un vrai problème, dit l'un d'eux, presque pour lui-même. La distribution est un problème. La trémie est un problème. 3 problèmes en 3 respirations. Sur la machine exacte qui est censée sauver la saison de Fred. Et chacun d'entre eux signifie la même chose. L'or sort de l'arrière de la plante et retourne directement dans le sol d'où il essaye de l'extraire. Mais la boîte à écluses n'est même pas le plus gros problème. Le plus gros problème est le temps. Ils doivent se disperser sur 2 sites miniers à la fois. Équipage mince, chronomètre court. Et pour la première fois, vous entendez quelque chose de rare se glisser chez 2 hommes qui ne semblent presque jamais douter que cela pourrait ne pas fonctionner. Fondamentalement, se déplacent vers le matériau au lieu de déplacer le matériau vers celui-ci. C'est aussi bon marché que possible de pouvoir traiter le sol. 4 heures. Avant de s'engager dans quoi que ce soit, il leur faut des preuves. Ils demandent donc à Fred de faire un test. 4 heures en voie complet nettoyage. Et voyons ce que ce sol rend réellement. Le lendemain, Fred dépose les résultats sur la table. Terrible, dit-il avant même qu'il puisse demander. Mais l'or lui-même raconte une histoire si vous savez la lire. De petits morceaux dans le tas du quartz, encore accrochés à certains d'entre eux. Une pièce battue presque à plat. Freddy et Juan se penchent dessus comme des détectives devant une scène de crime, car la forme et la compagnie de l'or vous indiquent exactement d'où il vient. Plusieurs sources différentes alimentent ce sol. Ils peuvent que le voir. Fred en compte au moins 3, même si c'est sa meilleure estimation. Et c'est la lueur d'espoir enfouie dans une journée brutale. Un plus grand nombre de sources signifie que le sol alimente l'or depuis plusieurs directions à la fois. C'est là-bas la saleté n'est pas morte. La seule question qui reste est de savoir si la plante pourra en capturer suffisamment avant que la saison en Alaska ne lui tombe dessus. Alors il le déverse pour peser la vérité. Et voici la barre que Fred doit franchir, le numéro unique qui décide de tout. Pour rester sur la bonne voie pour 200 onces, cette seule course de 4 heures doit lui remettre une 14 onces. C'est la ligne, c'est la survie. Tout le monde se tait autour de la balance. La balance s'installe. 0,94, un peu moins d'une once. 3 000 $ environ pour une course de 4 heures. Cela ressemble à de l'argent jusqu'à ce que vous le placiez à côté de la cible. Il lui fallait un 4. Il a obtenu 0,94, soit un tiers de moins. Et un troisième court-métrage, séquence après séquence, semaine après semaine, représente exactement la différence entre sauver une famille et en enterrer une. Cela leur a permis de s'en sortir, dit Fred. Mais s'en sortir ne suffit pas. Ils ne remboursent pas leurs dettes. C'est le mot que personne ne veut jamais prononcer à voix haute lors d'un spectacle d'hors dette. Parce que comprenez, il n'a jamais été question de devenir riche, pas une seule fois. C'est un homme qui essaie de se dégager de ce qu'il doit avec une pelle trop petite et une horloge presque épuisée. Et puis il dit la ligne qui plane sur tout ce qui va suivre. Si ce numéro n'apparaît pas, c'est peut-être la fin de la ligne ici. La fin de la ligne, la fin de l'Alaska, la fin de tout le rêve où il a déraciné sa famille et a parcouru des milliers de kilomètres au nord pour poursuivre. Cela se pourrait, lui disent Freddy et Juan. Ils ne mentiront pas à l'homme, ne l'insulteront pas avec de faux espoirs. Mais vient ensuite l'autre moitié. Ils vont le combattre avec tout ce qu'ils ont. C'est l'accord conclu là-bas sur une casserole d'or décevante. Ce n'est pas une promesse que ça marchera. Personne ne peut le promettre. Juste une promesse qu'ils ne laisseront pas cette famille s'effondrer sans y mettre tout ce qu'ils ont. Il ne leur reste plus qu'à trouver où se lancer en premier. Mais en réalité, cela va se résumer à ce que Dave et moi pouvons faire pendant le temps dont nous disposons ici. Sur 2 sites miniers, le diagnostic. Alors Freddy et Juan prennent du recul et font ce pourquoi ils sont vraiment les meilleurs. Ils prennent l'ensemble du désastre tentaculaire et le décomposent en une liste de tâches froides et claires. 2 grosses opérations au bord du gouffre en même temps et un nombre d'heures dur et limité pour sauver l'une ou l'autre. Premier numéro avec lequel ils partent en guerre. Débit. La mesure simple et brutale de la quantité de saleté que Fred peut pousser dans cette plante chaque heure. À l'heure actuelle, ils courent environ 45 mètres à l'heure. Et la réalité, explique Freddy, est qu'ils doivent atteindre 65 mètres. C'est vraiment là que Fred doit être, 45 à 65. Cet écart de 20 mètres représente toute la distance entre l'échec et la survie.
Et chaque correctif, à partir de maintenant, ne vise qu'une seule chose, le fermer. Première cible, le pont écran. La plaque perforée de Fred est découpée de trous carrés, presque 1,5 pouce d'un coin à l'autre. Maintenant, reste avec moi parce que celui-ci est simple une fois que tu le vois. Ils permettent à un matériau aussi gros de passer à travers cet écran, explique Juan en écartant les mains pour vous en montrer la taille. C'est énorme et ça prend beaucoup de place dans cette vanne. C'est le tueur discret, juste là. De gros rochers s'entassent dans la boîte, monopolisant exactement l'espace et l'eau dont l'or a besoin pour se déposer et rester en place. Donc, le correctif, couper une toute nouvelle assiette. Chaque trou est rond au lieu de carré. Chacun d'eux mesure exactement 1 pouce effilé dans le bon sens. Les trous ronds n'attrapent pas et ne retiennent pas les roches comme le font les coins carrés et durs. Matériel plus petit. Boîte de nettoyage. Plus d'or capturé au lieu d'être perdu. Deuxième cible. L'excentrique. Le poids tournant qui secoue tout le deck. Ajoutez plus de poids. Freddy réfléchit et le lancer sera plus puissant. Un coup plus gros signifie une secousse plus violente. Une secousse plus violente soulève les roches et entraîne davantage de matière à travers la plante. Plus de matériaux représente plus de mètres par heure. Et plus de mètres par heure, c'est tout le jeu de balles. Mais chaque solution engendre un nouveau problème. Et ces deux-là le voient arriver avant qu'il n'arrive. Plus de matériaux signifie qu'une plus grande quantité de matériaux s'abat sur un côté de l'écluse. Ils devront donc égaliser le flux, le forcer à se répartir également dans les deux boîtes au lieu de noyer un côté et d'affamer l'autre. C'est une chaîne. Chaque lien dépend de celui qui le précède. Fixez la plaque et vous gagnez le droit d'ajouter du poids. Ajoutez le poids et vous devez maintenant équilibrer l'alimentation. Un morceau, puis le suivant, puis le suivant. Et ils doivent tous les débarquer. Premier essai, pas de seconde chance. Avec toute la saison d'Alaska qui se rapproche d'eux, Dave a eu l'idée que nous allons également ajouter un peu plus de poids à votre excentrique. 2 sites miniers. Et voici la partie qui transforme un sauvetage difficile en quelque chose qui frise l'impossible. Parce que Fred n'est pas le seul qu'ils essaient de sauver ici. Il y a aussi l'usine Potvin, la même famille à qui Fred loue son terrain. Et Freddy et Juan ne peuvent pas tout arrêter et résoudre un problème à la fois. L'or n'attend pas. Les Potvin ne s'arrêtent pas. Le problème, explique Freddy, c'est qu'ils doivent faire l'usine de Fred et celle de Potvin en même temps. Et les Potvin ne veulent pas fermer leur usine. 2 opérations, 2 usines, un équipage. Une horloge qui ne se soucie d'aucun d'eux. Alors ils se promènent dans l'usine Potvin et c'est la même histoire avec un visage différent. Le plus gros problème, bien sûr, est la vanne. La boîte de distribution se détache du bac inférieur et déverse tout ce matériau sur un seul côté. Même défaut, même or disparu, même argent emporté. Ce que Juan souhaite voir, c'est que le matériel soit réparti également dans toute la boîte au lieu de privilégier un seul côté. Étalez-le. Ajoutez 4 courses. Équilibrez la charge. Puis le chargeur. Il s'embue, répand du matériel sur les côtés et s'étouffe avec son propre débit. Juan trouve rapidement le coupable. Un angle dur où le matériau entrait bouché et ne coule tout simplement pas dans le trommel comme il le devrait. La solution est chirurgicale. Coupez quelques plaques inclinées pour le détourner. Adoucissez ce coin radical. Laissez-le se nourrir proprement et en douceur. Bon travail, le bon travail. Mais c'est 2 fois plus de travail sur moitié moins de temps pour un équipage déjà poussé à l'extrême. Chaque heure qu'ils passent à l'usine Potvin est 1 heure qu'ils ne consacrent pas à Fred's. Et il n'y a pas assez d'heures pour faire le tour. L'offre. Alors ils font asseoir les Potvin et déposent tout cela sur la table. La plaque perforée, le poids excentrique, le boîtier de distribution. 3 correctifs vraiment sérieux qui s'ajoutent à tout ce qu'ils font déjà pour Fred. Et puis ils arrivent à la partie de tout sauvetage, dont personne n'apprécie. La facture. Avec ces 3 choses, leur dit Juan, ils envisagent probablement environ 3 500 $ de matériel. 3 500 $. Sur une opération déjà dangereusement tendue. Dans une saison qui a déjà mal tourné pour tout le monde. Juan peut lire la pièce aussi bien que n'importe qui vivant. Il sait que c'est un gros casse-tête à résoudre. Et il sait qu'en ce moment, ici, c'est tendu partout. Alors lui et Freddy passent le genre de décision qui explique exactement pourquoi les gens font confiance à ces deux-là pour leur dernier bon coup. Voici ce qu'ils proposent. Ils sont prêts à donner leur travail gratuitement à la famille.
gratuitement. Les matériaux coûtent toujours ce qu'ils coûtent. Il n'y a aucun moyen de contourner l'acier et les pièces. Mais chaque heure de travail, la partie qui vaut le plus d'argent sur l'ensemble du travail, ils la cèdent pour rien. Pensez à ce que cela dit. Deux des meilleurs du secteur, à l'extrémité de l'Alaska, regardant une famille qui se noie et choisissant d'assumer les coûts eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas pris l'avion jusqu'ici, pour envoyer une facture à une famille en difficulté. Ils sont venus en sauver un, et la réponse revient instantanément. Le soulagement y est réel et immédiat. Il n'y a aucune hésitation, c'est un accord. Et voilà, le sauvetage est pleinement lancé. 2 usines, 3 correctifs majeurs, une équipe qui court à fond contre la montre, et une saison entière qui ne tient qu'à un seul fil. Sur le point de savoir une fois pour toutes si tout cela suffisait. Donc, ce que Dave et moi avons en quelque sorte pensé, c'est que nous sommes prêts à vous donner notre travail gratuitement. J'apprécie cela, c'est incroyable. Ce que le sol rend alors, ils font le travail. Tout cela. La nouvelle plaque de maintien ronde est découpée et boulonnée. Le poids passe à l'excentrique. La répartition s'équilibre. L'alimentation est uniforme dans les 2 boîtes. Le chargeur reçoit ses plaques inclinées. Chaque maillon de la chaîne l'un après l'autre exactement comme ils l'ont tracé. Et puis, ils le chargent et laissent enfin le sol répondre. Regardez Matthew, l'un des fils de Fred, aux commandes. Il peut y mettre directement un seau plein et la plante le mange. Pas d'étouffement, pas de recul, pas de goulot d'étranglement qui étouffe le tout comme avant. La machine qui rampait et avait des hauts le cœur est enfin correctement alimentée. Le débit est là. Les yards par heure sont là. Tout ce que Freddy et Juan ont dessiné sur cette liste de tâches est en cours d'exécution. Et puis l'or commence à arriver. Ce premier nettoyage s'élève à 95 onces. Et vous pouvez y entendre la pure incrédulité. Le meilleur qu'ils aient jamais eu. 95 onces. De la même famille qui a effectué un test de 4 heures et en a tiré moins d'1 once. Depuis le même terrain maigre, tout le monde tranquillement craignait d'être trop mort pour être sauvé. 95 onces en un seul nettoyage. Le meilleur qu'ils aient jamais eu dans toute l'histoire de cette opération. Pas le meilleur en Alaska, le meilleur de tous les temps. Mais ils n'ont pas fini, même pas proche. À la fin, ils ont extrait un peu plus de 500 onces. 500. Lisez-le encore une fois et placez-le juste à côté de l'endroit où nous avons commencé. 22 onces à mi-saison. Un père qui regarde fixement le canon au bout de la ligne. Et puis, après les réparations après le combat, après que 2 hommes aient catégoriquement refusé de lâcher prise, plus de 500 onces. Le rêve de 200 onces, qui a été réduit de moitié à 100, n'a pas seulement été sauvé. Il a été enterré sous plus du double de ce que Fred avait jamais osé demander à haute voix. Ce n'est pas une sauvegarde, c'est une résurrection. C'est énorme, dit Fred. Et c'est l'euphémisme de toute la saison. C'est génial, dit-il, de pouvoir enfin réaliser ce rêve. Des semaines plus tard, la montagne est enneigée. La saison touche à sa fin. Et Fred prend une caméra et envoie un message vers le nord aux 2 hommes qui ont catégoriquement refusé de laisser sa famille sombrer. Il dit à Freddy et Juan qu'ils vont très bien. Ils arrivent à la fin de la saison. Vous pouvez maintenant voir la neige sur la montagne. Et ils s'en sortent plutôt bien là-bas. Un peu tard dans la saison, certes. Mais ils vont continuer à exploiter. Et c'est tout, n'est-ce pas, un homme qui a déménagé sa famille à l'extrémité du pays, à la recherche de l'or. Un homme qui a vu tout aller mal un morceau à la fois, jusqu'à ce qu'il atteigne 22 onces de profondeur dans une saison qui aurait dû être de 200. Un homme qui a failli perdre tout cela à un seul mauvais chiffre. Et qui est encore sur son terrain quand les premières neiges tombent, planifiant déjà la prochaine fouille. C'est vraiment ce que Freddy et Juan font ici en fin de compte. Ils ne se contentent pas de recouper une plaque perforée, de repondérer un excentrique et de s'en aller. Ils rendent aux familles la seule chose qui compte vraiment, le droit de continuer. Alors, laissez-moi vous laisser avec la question que je ne peux m'empêcher de poser. Et je veux vraiment votre réponse à ce sujet. Est-ce l'or qui a finalement sauvé les Dickenson ou est-ce que ce sont les 2 hommes qui ont tout simplement refusé de les abandonner? Dites-le moi dans les commentaires car j'ai lu chacun d'entre eux. Et si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, rendez-moi service. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine famille qui se bat pour tout ce qu'elle a sur le terrain et qui fait de son mieux pour les briser. Il y en a toujours un autre. Et nous serons là quand les secours arriveront.